9h33, notre émission Nutrition Santé commence et on va clôturer nos idées reçues avec Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour. Alors on a parlé la semaine dernière donc des idées reçues, des fausses bonnes idées ou des vraies fausses idées. Enfin bref, on a posé des questions, vous avez répondu et on va continuer à décortiquer un peu ceci. Alors, suite à un excès, il faut sauter le repas suivant. C'était la question posée. C'est vrai qu'on a tendance à le penser finalement, on se dit ça va équilibrer. Non ? Alors, est-ce qu'il faut le faire systématiquement ou pas? Il faut rester un peu à l'écoute comme toujours, quoi. C'est sûr, quand on fait un repas un peu excessif, souvent on fait un repas plus gras. Et comme on est quand même relativement bien fait, on va avoir une satiété plus longue en fait. On aura moins faim tout simplement. Alors il ne faut pas forcément se priver de manger si on a faim, mais si on n'a pas faim, c'est pas un drame de pas manger non plus. Au contraire, si on n'a pas faim, on mange pas. Donc est-ce que c'est la peine aussi, surtout derrière, de se restreindre et de faire régime pendant une semaine? Non, on reprend ses habitudes normales en respectant sa faim et sa satiété et puis tout se passe bien, quoi. On n'a pas à se punir dès qu'on se fait plaisir, parce que derrière il y a un peu ça quand même dans l'idée, et c'est quand même un peu moche, quoi. Ces repas d'excès, ils font aussi partie de la vie, pardon. Donc non, il n'y a pas de raison de se priver ou de sauter le repas si on a faim, alors qu'on a fait un bon repas festif, genre à Noël par exemple. Ouais, genre. Mais c'est vrai que c'est quoi? C'est un peu de culpabilité? Ouais, souvent il y a un peu de culpabilité, quoi. C'est comme interdit, c'est pas bien, on a mangé trop gras, alors on va prendre du poids, oh là là, mon cholestérol, ou trop sucré, alors tous les diabétiques ils disent oh là là, ça y est, c'est foutu, je vais avoir 4 grammes pendant 6 mois. Non, pas forcément en fait. Faut juste rétablir les choses en s'écoutant tout simplement. Mais si on s'écoute bien, il y a des régulations qui font que on aura moins faim. Donc après, il n'y a pas besoin de se priver pendant des mois, quoi. Ça rentre dans l'ordre et puis c'est comme ça. L'important c'est de pas s'alimenter comme ça en permanence, sinon de toute façon on s'en vite passer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de sauter un repas et après de manger 2 fois plus aussi? Ouais, alors ça dépend pourquoi on saute le repas. Voilà. Si on saute le repas et qu'après on mange 2 fois plus en même temps, c'est légitime, quoi. On fait 2 repas en un. Par contre, si on saute le repas parce qu'on n'a pas faim. Ouais. On a le droit d'avoir pas faim, quoi. On a le droit d'avoir pas faim. Si on n'a pas faim, on mange pas. Enfin, c'est logique, quoi. Si vous avez pas sommeil, vous n'allez pas vous coucher, là. Je vais pas te dire, va dormir. C'est pareil. Donc, pour manger, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'on est vachement conditionné avec. On a un rythme social qui fait qu'on est amené à manger à heure régulière parce que c'est pas forcément toujours possible. Dans l'idéal, c'est d'avoir faim avant le moment du repas, se régler finalement à l'inverse, mais se régler, quoi. Et puis, on a beaucoup cette idée-là. Il faut pas sauter de repas. Il faut absolument prendre un petit déjeuner. Je suis désolée, si on n'a pas faim, on mange pas. Par contre, le risque, c'est de pas gérer correctement et de manger un peu tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment, quoi, tout simplement. Donc après, si on a faim, on va pas se mettre à grignoter un peu en permanence. Toujours pareil, on s'installe, on mange, quoi. C'est une vraie action, manger, et normalement ça se passe bien. On va pas manger 2 fois plus si on n'a pas 2 fois plus faim, si on est toujours à l'écoute. Et le grignotage, on évite? Le grignotage, on évite. Alors, le grignoter, on va faire un petit point sur ce que ça veut dire grignoter. Est-ce que grignoter fait grossir? Tiens. Oh là là, baf. La grosse patate. Alors, non, est-ce que grignoter fait grossir? Déjà, grignoter, qu'est-ce que ça veut dire? Grignoter, c'est pas manger quelque chose à 4 heures, quoi, quand on a un petit creux. Grignoter, c'est plus un mode de picoreur. C'est un petit machin par-ci, un petit bout de pain, un petit chocolat, un petit bonbon, un petit bout de saucisson, un bout de fromage. Ça commence pas vraiment, ça finit pas vraiment, quoi. On n'est pas dans un instant où on mange vraiment, on picore, quoi. Et là, du coup, on se rend pas bien compte des apports qu'on a. En général, il n'y a pas vraiment de faim. C'est là que c'est plus compliqué. On n'a pas vraiment faim, donc finalement, il n'y a pas de système de régulation. C'est plutôt lié à des émotions, à de l'ennui, à de la fatigue. Enfin, il y a tout un tas d'autres choses qui nous incitent à manger, sauf la faim. Donc là, ça devient compliqué. Parce qu'on n'a rien pour s'arrêter, à part parfois la culpabilité, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Bref, donc forcément, grigner... Culpabilise pas, Anthony. La culpabilité, je découvre le mot aujourd'hui. C'est vrai, bien heureux que tu es. C'est une bonne chose et ça ne sert à rien, la culpabilité. Voilà. Donc, on n'est pas régulier, en fait. Donc du coup, là, forcément, on a des chances d'augmenter ses apports de façon considérable si c'est quelque chose qui se reproduit régulièrement. Genre, si on grignote une fois tous les 36 du mois, parce que voilà. C'est toujours l'excès, hein, finalement. C'est toujours l'excès. Après, si c'est quelque chose qui se reproduit souvent, là, il faut s'interroger sur son comportement alimentaire et il faut envisager de faire des choses pour que ça change, pas forcément se frustrer et s'interdire ce genre de choses. Parce que ça correspond quand même à un besoin qui n'est pas alimentaire, mais qui va peut-être nous inciter qui nous permet de compenser quelque chose, de nous faire du bien. Faut peut-être travailler dessus pour tout simplement se sentir mieux et puis avoir ce besoin
ce besoin inutile. Par contre, j'insiste, manger quelque chose à 10h parce qu'on a faim, ou à 14h, ou à 19h parce qu'on mange qu'à 22, c'est pas ça grignoter. C'est pas faire des collations. Il y a une différence de grignoter et fractionner. Donc, sauter le repas suivant suite à un excès, pas forcément. Si on n'a pas faim, on mange pas. Si on a faim, on mange normalement. On mange à sa faim. Voilà. Tout simplement. Autre idée, le lait est mauvais pour la santé. Alors là, ça pourrait faire sur. Ça revient souvent, ça ? Oh là là, le lait c'est du poison. Ah, carrément. Ouais. Ah oui, ça va loin. Alors le lait, ça pourrait faire le sujet d'une émission complète sur le lait. Alors il y a aussi aujourd'hui, on va dire, beaucoup de courants anti-lait. Avec des livres divers et variés qui vantent les méfaits du lait. Alors le lait, ce serait responsable de problèmes respiratoires, genre allergie chez les enfants, augmentation des rhinos, ostéoporose même. C'est ma préférée. Après, en même temps, si on écoute certains détracteurs du lait, le lait, en gros, c'est responsable de toutes les plaies de l'humanité, quoi. Bref, donc c'est pas franchement fondé. Souvent, on regarde des choses par un petit coin du champ et on n'a pas toutes les infos. Alors, non, le lait, c'est pas un poison. Donc, on va faire un vif rapide rappel sur l'histoire du lait. En fait, le lait, dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qu'on a commencé à consommer 400 ans avant Jésus-Christ. Donc ça date pas d'hier, on s'y est pas mis il y a 3 mois, quoi. A priori, on n'a toujours qu'une seule tête, d'accord. On a un squelette qui est toujours complet. Tout le monde n'est pas complètement allergique à son environnement, donc c'est que ça doit pas se passer si mal. Ce qui va évidemment poser problème, c'est l'excès. Évidemment, il y a du lobbying laitier. Alors évidemment, les détracteurs du lait disent les laitiers sont vachement puissants. Alors les producteurs de lait, ils doivent faire la gueule en écoutant ça parce qu'eux, ils sont pas très puissants. Mais c'est les laitiers, quoi, derrière. Alors oui, c'est un lobbying puissant en France. Après, vous allez me dire, il y a le plan Marshall après la guerre où on a fait consommer du lait aux gens, tout ça. Mais ça correspond vraiment à un besoin. On est des êtres omnivores et on peut consommer du lait, mais en quantité adaptée par rapport à nos besoins, quoi. Quelqu'un qui vient et qui me dit qu'il boit 2 litres de lait par jour, là, ça va pas aller, ça va pas bien se passer, ça va induire un déséquilibre par excès, en fait, tout simplement. Mais consommer des produits laitiers un peu à chaque repas, ça va pas tuer, ça va pas nous tuer. Évidemment, il y a des gens qui vont pas le digérer. Des gens qui vont être intolérants au lactose et des gens, c'est beaucoup plus rare, j'insiste, qui sont allergiques aux protéines de lait de vache. C'est une allergie c'est relativement rare. Pour déterminer qu'on est allergique, je rappelle tout simplement qu'il faut faire des tests auprès d'un allergologue. Ça se retrouve pas comme ça, une allergie. Et pour l'intolérance au lactose, ça va être variable sur les populations. Alors l'intolérance au lactose, on peut être un petit peu plus, on est plus facilement sujet. Ça va provoquer des ballonnements, des troubles digestifs. Et donc, c'est lié au lactose. Alors, le lactose, c'est quoi ? C'est le sucre qu'on a dans le lait. Donc, on va le retrouver dans le lait liquide, quoi, dans le lait sorti du pied de la vache, quoi, ou dans votre brique de lait. On va plus en retrouver de façon significative ou dans les yaourts, dans le fromage. Il y en a pas du tout. Il n'y en a pas dans le beurre, il n'y en a pas dans la crème. Alors, interrogez-vous si des professionnels de santé... qui ont des spécialités différentes que la nutrition, ou même d'autres non professionnels de santé vous disent d'arrêter la crème et le beurre et le fromage parce que vous êtes intolérant au lactose. Nous les nutritionnistes, ça nous fait rigoler, quoi, parce qu'il n'y en a pas. C'est une grande méconnaissance. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'avec ce genre de choses aujourd'hui, donc on a des enfants qui sont morts, des petits nourrissons avec ce genre d'idées. Il n'y a pas de nom. De mauvaises idées pseudo-scientifiques qui sont morts, en fait, de malnutrition dans notre pays, en France, parce qu'on a remplacé leur lait par des substituts végétaux qui ne font pas le job, qui ne font pas le boulot correctement. Donc, on a des enfants qui sont morts. Alors, c'est quoi, du lait de soja ? Alors, lait de soja, lait d'avoine, tout un tas de tous ces jus végétaux, là, ces trucs blancs. Franchement, vous avez de l'enduit à la maison, ben voilà, hein. Mais c'est pareil, je veux dire, c'est exactement la même chose. On met de la poudre, c'est blanc. Bah voilà. Non mais voilà, c'est le plat, c'est riche en calcium. Il y a pas, mais c'est la réalité vraie, quoi. Donc faut se poser aussi les bonnes questions. On n'a pas le même spectre de ce qu'on appelle de protéines, donc on n'en fait pas la même chose. Ensuite, on n'a pas ce qu'on appelle les mêmes électrolytes, c'est-à-dire les mêmes minéraux dans les mêmes quantités. Et ça va jouer sur nos propres électrolytes. Donc c'est des enfants, par exemple, des petits nourrissons qui étaient alimentés par sonde. Qui ont eu des perturbations électrolytiques, c'est-à-dire dans leur pH, c'est assez grave. Donc, posez-vous les bonnes questions. Oui, on n'est pas des petits veaux.
ok. On n'est pas des petits sojas non plus, pour reprendre un livre qui vient de sortir sur les femmes parfaites, qui est très bien placé d'ailleurs, cette réplique. On n'est pas des bébés soja non plus. C'est sûr que le lait de femme, c'est ce qu'il y a de plus adapté quand on n'a pas toujours la possibilité d'offrir du lait de femme à son enfant. Les préparations pour nourrissons, c'est pas du lait enrichi, c'est ce qu'on appelle des hydrolysats, donc c'est une recette, quoi. On va modifier les protéines de vache, on rajoute des choses dedans, c'est censé être non allergisant, donc c'est pas dangereux pour les enfants. Et pour nous les adultes, c'est encore une fois la modération, et si on supporte pas le lactose, j'insiste, on arrête le lait liquide. On trouve aussi du lait liquide de type matin léger sans lactose, qui va pas poser de trouble, et les yaourts et le fromage, donc pas poser de problème du tout, et ils nous servent très bien à couvrir nos besoins, quoi. Maintenant c'est pas le produit ultime, quoi. Donc c'est pas un poison. Non, c'est pas un poison, faut arrêter avec ça, quoi. Alors il y a une différence entre le lait écrémé, entier, demi-écrémé? Bien sûr. La boîte est pas de la même couleur. Oui. Il y a vert, rouge et bleu. Il y a vert, rouge et bleu, voilà. Alors c'est pas trop, c'est à moitié sarcastique, mais non. La différence, voilà, il y a un code couleur. La différence, c'est qu'il est plus ou moins gras. Donc on obtient l'écrémage du lait par des procédés mécaniques qu'on utilise depuis très longtemps, puisque quand on récupérait la crème du lait, c'est exactement ça. Dans le lait entier, c'est standardisé pour la vache, pour le lait de vache. Donc en fait, le lait entier, c'est pas le lait brut sorti du pied de vache. Il a pas toujours la même teneur en matière grasse en fonction de la saison. Là, en ce moment, il est moins gras, quoi. Donc on le standardise toujours à la même teneur en graisse. Le demi-écrémé, c'est l'entier, mais on en a retiré la moitié, et l'écrémé c'est 0, il n'y a aucune matière grasse. Alors ça va pas jouer sur sa teneur en calcium, par contre ça va jouer sur sa teneur en matière grasse et en graisse issue du lait. C'est pour ça que le lait écrémé, sauf si on a vraiment du mal à digérer le lait demi-écrémé, c'est pas très intéressant, puisque du coup moins de graisse du lait, c'est aussi moins de vitamines du lait, et c'est les mêmes que celles qu'il y a dans le beurre, et on en a aussi un petit peu, on en a besoin, même s'il y en a très peu, finalement la quantité qu'on consomme, ça sert aussi à couvrir nos besoins. Donc un bon lait demi-écrémé, c'est un aliment qui va bien. Et c'est marrant parce que ça représente l'essentiel des ventes, le demi-écrémé. Ouais. Alors que finalement on propose les trois, mais... Majoritairement, oui. Ouais. Alors je suppose qu'historiquement, on pourrait se poser la question. C'est culturel, je sais pas. C'est devenu culturel, ouais, je pense, le demi-écrémé. En même temps, ça tient la route, c'est pas un gros souci. Donc on peut en boire sans problème. Sans problème, mais c'est pas une boisson. Non, on est d'accord. On est d'accord, c'est un aliment. Alors, on a parlé du lait, on a bien compris ta position. Et on va continuer un petit peu. Alors, tu entends de temps en temps ou souvent que le café au lait, lui aussi, est un poison, le café au lait. Oui, le café au lait, c'est le mélange, ce serait explosif. Ah, carrément. Ouais. J'ai entendu des années, moi. Ça. Tu vois, c'est hyper répandu. Le café au lait, c'est du poison. Alors, j'ai plein de gens qui aimaient bien leur café au lait, puis qui me disent, oh bah non, j'ai arrêté parce que c'est pas bon pour la santé. Enfin, c'est du poison, alors on sait pas trop pourquoi. En fait, le café au lait, il va poser problème dans un cas. C'est si vous avez des calculs biliaires à la vésicule. Alors ceux qui en ont eu, ils font aïe, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal, en fait. C'est des petits calculs. Donc la vésicule, c'est un petit sac mou dans mes notes bile. Et imaginez, ça se contracte. Comme on a la webcam, je peux faire la vésicule. Et dedans, quand il y a des cailloux, vous imaginez quoi, vos petits cailloux qui se frottent quand ça fait du bien. Et le café au lait, il va provoquer des contractions de la vésicule biliaire, en fait. Ce qui sert à rien parce qu'on n'a pas besoin de bile pour boire du café, mais il provoque des contractions. Donc ça fait mal quand on a des calculs. Donc c'est sûr que si on veut pas avoir mal, et en général on essaie d'éviter les problèmes d'inflammation de la vésicule quand on a des calculs, et on boit pas de café au lait. Mais c'est tout. Je veux dire, si vous le digérez, ça aussi, ça peut être la deuxième raison. Vous le digérez pas, ça passe pas bien, vous buvez pas de café au lait. Mais sinon, il n'y a pas de raison, quoi. Et pour beaucoup de personnes âgées, par exemple, le café au lait, c'est quand même assez traditionnel, et c'est le bon moyen justement d'enrichir son alimentation en protéines et en calcium à un âge où ça devient plus compliqué de manger. Donc non, le café au lait, c'est pas un poison pour le commun des mortels, sauf si on le digère pas, évidemment, ça peut vous empoisonner la vie, ou tout simplement si vous avez des calculs à la vésicule, quoi. Mais et ça, apparemment, on le sait vite, si on en a. Ouais. D'accord. Mais en fait, c'est le mélange des deux qui c'est le mélange des deux. Si vous buvez du café, ça fait rien. Et si on boit du lait en dehors, évidemment, si vous buvez un verre de café, un verre de lait, ça revient au même, soyons clairs. Mais sinon, c'est le mélange des deux, en fait. C'est la réaction qui se produit entre les deux qui va stimuler la vésicule biliaire inutilement. Alors, si on n'a pas de souci, on s'en fout, quoi. Mais par contre, si on a un souci, ça peut être douloureux. De toute façon, s'il y a des calculs, faut la retirer, ça sert à rien en plus. Donc, Non, alors tu peux pas dire que ça sert à rien. On peut faire sans. On peut faire sans. On peut faire sans s'il y a des calculs.
ouais, souvent on la retire, mais si vraiment c'est très très invalidant. Tu sors. Ouais, hop, tu dors. Mais si, ça sert à quelque chose, mais on se réadapte très bien. On a des grandes capacités d'adaptation. Notre corps est vraiment très bien fait. Ouais. Et alors, est-ce que le corps, il nous dit qu'il faut éviter le gluten ou pas? Et déjà, c'est quoi le gluten? C'est quoi le gluten, ce mot sauvage et barbare? Alors, on le voit maintenant plein sur les boîtes. Je croyais que c'était un personnage de BD, moi. Ouais, ça. C'est qui celui-là? Gluten et glutamate sont sur un bateau. Sont sur un bateau, exactement. Alors le gluten, c'est une protéine qu'on trouve dans le blé majoritairement. Alors on le trouve dans le blé, dans le seigle et dans l'orge, mais dans ce qu'on consomme le plus, nous, c'est le blé. Donc c'est quand même assez répandu, on en consomme beaucoup. Et en fait, le gluten, c'est ce qui sert à faire du pain bien moelleux. C'est quand on le travaille, ça devient élastique, donc ça a des propriétés technologiques pour le pain, par exemple. Et alors, il y a des gens qui vont être intolérants au gluten, c'est-à-dire qu'ils vont faire une réaction au niveau intestinal au gluten. Donc pareil, comme pour le lait, comme pour beaucoup d'intolérances, ça peut provoquer des troubles digestifs, diarrhée, constipation, enfin c'est divers et varié. Avec un amaigrissement, ça rabote un peu ce qu'on appelle, enfin, ça rabote l'intérieur de l'intestin, on digère moins bien. C'est assez embêtant. Du coup, le bon moyen pour régler son intolérance, c'est d'arrêter le gluten. Donc dans notre culture, ça peut devenir assez compliqué d'arrêter le blé. On trouve beaucoup de produits de substitution. On n'aura pas de bon pain sympa sans gluten. Alors on entend aussi que le gluten, c'est toxique. Ouais, bah, c'est toxique pour ceux qui sont intolérants. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des produits de panification industriels qui sont un peu boostés en gluten en fait. C'est vrai que le blé a évolué, donc du coup c'est vrai qu'on peut être de plus en plus gêné par rapport à ça. Pour les gens qui sont sensibles, du coup, le seuil de sensibilité il est plus bas, on est plus en contact avec le gluten, ça peut gêner. Donc il faut peut-être éviter, si on est sensible, les produits de panification. Puis on a tous plus ou moins un seuil par rapport à ça, mais non, c'est pas du poison. On n'est pas obligé de se mettre à manger sans blé pour survivre, quoi. Ouais, le blé, oui, ce qu'on en trouve dans la consommation quotidienne, on en trouve beaucoup. On en trouve beaucoup. Alors, faut quand même savoir que dans les pâtes et les semoules, c'est du blé dur. Il est moins riche en gluten, en fait. Ouais. Donc, on va être, par exemple, moins sensible que sur des produits de type pain, auquel cas, faut peut-être essayer plus de se rapprocher de farine un peu ancienne ou de pain plutôt bio, des choses plus traditionnelles, moins industrielles, pour être moins en contact avec le gluten si on est sensible. Mais non, c'est pas du poison à proprement parler. On en a toujours consommé d'ailleurs. Il y aura sûrement d'autres idées comme ça au fil des émissions. Hein. Oui, on essaiera d'en faire. J'en entends beaucoup. J'en entends beaucoup, j'avoue, et on dit beaucoup de choses, donc forcément, c'est important, je pense, d'en parler. Faut pas se sentir critiqué, en fait. Si c'était votre idée, l'idée c'est pas ça. L'idée c'est de se dire, on entend beaucoup de choses, et moi je vois bien les patients que je rencontre, ils sont perdus, quoi, complètement perdus. Ils y comprennent plus rien au bout d'un moment, et manger ça devient super compliqué. Il faut faire super attention à ce qu'on mange aujourd'hui, c'est quand même dans la tendance. Alors on essaie de faire gaffe, mais on n'y comprend plus rien. Enfin, ça devient horrible pour quelque chose qui est quand même dans l'instinct de survie. Le petit nourrisson, quand il tète le sein de sa mère dans les premières minutes de sa vie, heureusement qu'il se met pas tout ça dans la tête, quoi. Sinon, c'est bon, il arrête direct. Donc, c'est important de revenir à des choses simples. Si vous êtes très angoissé par rapport à ça, pensez un petit peu comment faisaient vos grands-mères, quoi. Repensez à on y revient souvent, finalement, aux grands-mères. Parce qu'en fait, on se posait pas toutes ces questions. On avait une alimentation assez simple dans laquelle on retrouvait quand même pas mal de choses et sans pour autant devenir complètement extrémiste. Alors c'est sûr qu'on n'aura pas une alimentation aussi saine, entre guillemets, que ce qu'on avait au début du siècle, mais on n'est pas obligé non plus de se pourrir l'assiette et la tête avec beaucoup de concepts compliqués. Finalement, est-ce qu'on a inventé mieux que le biberon en verre, Je sais pas, mais peut-être pas. Les biberons en plastique. Et les biberons en plastique, le silicone, tout ça, est-ce qu'on a... Ouais, est-ce que toujours mieux l'innovation, est-ce que ça va toujours dans le bon sens? Il y a des choses qui nous rendent service. Après, il faut peut-être savoir utiliser... peut-être qu'on n'utilise pas bien les choses en fait. En général, on s'en rend compte, c'est avoir du bon sens, s'écouter et pas d'excès, c'est un peu la base. La base du mieux vivre. Du mieux vivre tout court, parce que ça s'applique pas qu'à l'alimentation. S'écouter, c'est aussi s'écouter son rythme de vie, ce qu'on veut accepter ou pas. Enfin, ça ramène beaucoup de choses. Manger, c'est souvent des choses qu'on aborde en consultation aussi. Voilà. Justement, vous pourrez réécouter cette émission pour entendre ces idées avec l'émission d'avant. Comme ça, vous
pouvez cumuler toutes les idées. Et puis il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, oui. Alors rendez-vous mercredi prochain. Une idée peut-être déjà Bah oui, parce qu'aujourd'hui c'était un peu particulier. C'est une semaine un peu particulière sur RCM si j'ai bien suivi. Donc la semaine prochaine, oui, on fera tout sur le gras. Ah. Le gras qu'on mange, Laure. J'écouterai ça à distance alors. Voilà. Je me dis, tiens, je m'y retrouve ou pas. Merci Elsa d'être venue. On rappelle ton contact sur Saint-Dié. Oui, donc le cabinet sur Saint-Dié, rue des Lieul, au 03 29 55 73 79 sur rendez-vous.